Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode dans ce mode Pro Leader 2.0. Et du coup dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? On va poursuivre la saison. On va du coup faire les 3 monuments, c'est-à-dire le Tour de Flandre, Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège. On va également faire la Brest Cup dans cette vidéo, mais également les 4 premières étapes du Critérium du Dauphiné. Et du coup on va commencer directement par partir pour le Tour des Flandres, où on sera en grande forme avec notre coureur. Malheureusement avec notre 75 pavés, je sais pas si on peut aller gagner sur ce Tour de Flandre, sur ces Tours des Flandres pardon, mais il y a moyen quand même qu'on aille chercher un bon résultat, et on va se retrouver du coup sur ce Tour des Flandres directement dans les 50 derniers kilomètres je pense. Et du coup comme annoncé, on se retrouve à 55 km de l'arrivée. On se retrouve directement pour le Vieux Quarmont avec notre coureur, mon pavé de 2 km 200 à 4% de pente moyenne, et on va essayer de faire ce Vieux Quarmont à un tempo assez bon, alors que Mathieu Van Der Poel devant du coup a décidé d'accélérer parmi les favoris. Il reste encore 55 km, on va voir s'il va au bout. Nous je sais pas si on peut réaliser une grosse performance sur ce Tour des Flandres, vu que mon 75 pavé va faire un peu mal, mais on va quand même essayer de réaliser une grosse performance. La grande forme pourrait pas mal nous aider en vue de ce Tour des Flandres. Et du coup là on se retrouve maintenant dans le Paterberg, 360 mètres à 12,9%. C'est un mont extrêmement compliqué le Paterberg, et nous on le fait à fond actuellement avec notre coureur. Oh là là, on le fait actuellement à fond le Paterberg. On est à 1 minute 20 toujours de l'homme de tête, qui est actuellement Zdeněk Štibar, qui s'est du coup isolé dans l'échappée, une échappée qui avait 8 coureurs et qui en compte maintenant plus que un pardon, et c'est Zdeněk Štibar. Et nous du coup maintenant on est toujours dans le peloton, et on va essayer de revenir sur la tête de course pour pourquoi pas sortir en tête de certains secteurs pavés, pour ainsi progresser et avoir des meilleures notes en pavé pour le Paris-Roubaix qui arrive juste après. Et du coup maintenant on attaque un nouveau mont pavé, cette fois-ci le Koppenberg, 600 mètres à 11,6%. C'est extrêmement dur, alors qu'on voit par exemple des coureurs, je pense qu'ils ont un tour de retard, hein. Clairement je pense qu'ils ont un tour de retard, vu que là ils sont complètement arrêtés. En tout cas on donne tout du coup dans ce Koppenberg, et devant on a Edward Theuns par exemple, qui est à combien il a 35 secondes de nous dans ce mont pavé, qu'on essaye de faire à un gros rythme avec notre coureur, vu que notre objectif ça va être de revenir sur l'avant de la course et sur Edward Theuns et Mathieu Van Der Poel. Et du coup on se retrouve maintenant dans un secteur 2 étoiles, le Mario Bocetraout. Voilà, trop compliqué le nom du truc. En tout cas un secteur de 2 km, et c'est un 2 étoiles. On a pour l'instant à l'avant de la course sur ce secteur Mathieu Van Der Poel, qui est avec Edward Theuns. Ils sont tous les deux en tête de course, et nous on est à plus de 40 secondes avec notre coureur, alors que par exemple Florent Sénéchal vient d'accélérer. Et là du coup on revient sur des coureurs échappés, un groupe de 13 coureurs. On va voir si on arrive à revenir par exemple sur Mathieu Van Der Poel, qui vient d'attaquer à l'avant. Je pense que ça risque d'être compliqué, mais on va tout faire pour le revenir dessus et pour passer en tête de certains secteurs. Et du coup on se retrouve maintenant pour le Taillenberg. Lui il fait 530 mètres à 6,6%, et on l'attaque encore une fois à fond, et on va revenir cette fois-ci sur Edward Theuns. Oh là là, Mathieu Van Der Poel est toujours à plus de 30 secondes d'avance sur nous. Nous on essaye de revenir sur Mathieu Van Der Poel, alors que le groupe, le peloton, le groupe des favoris nous est revenu dessus, vu qu'on est maintenant 44 dans ce groupe, et on est en train de tout donner avec notre coureur pour essayer de revenir sur Mathieu Van Der Poel, et pour pouvoir passer en tête de certains secteurs pavés, alors que maintenant du coup Matteo Trentin décide d'accélérer, alors que du coup on n'est plus que 5 dans ce groupe. Oh là là, là c'est un peu freeze. Non, maintenant on est 23 dans le groupe, mais on est clairement pas beaucoup, hein. Et alors que c'est Wout van Aert du coup qui décide d'accélérer. Oh là là, Wout van Aert du coup il a décidé d'accélérer. On va essayer pourquoi pas d'aller le chercher. En tout cas le mont pavé, voilà, le Kreuzberg n'est toujours pas arrivé. Voilà, on est dans le Kreuzberg, 250 mètres à 5%. On va essayer de revenir sur Wout van Aert. Oh là là, est-ce qu'on peut revenir dans ce Kreuzberg sur Wout van Aert? Et oui, on est revenu à une vitesse assez folle sur Wout van Aert, et là maintenant on va tout donner dans ce Kreuzberg. Oh là là, on a réussi à revenir sur Wout van Aert. On est maintenant plus que 26 au moment de ce Kreuzberg. Ah ouais, mais là ce secteur n'était pas identifié comme un secteur. Du coup on n'a pas pu passer en tête d'un secteur, et on est maintenant plus que 24 dans le peloton, même 19. Le peloton qui a totalement explosé avec l'accélération de Wout van Aert. Ouais, ça fait que accélérer depuis tout à l'heure dans cette portion de plat, et on est plus que 16 dans le groupe des favoris, vu que Michal Kwiatkowski vient d'être distancé, mais 16 c'est clairement pas beaucoup. Et du coup ça veut dire qu'on est plus que 16 à se jouer la victoire sur ce Tour des Flandres, et on figure parmi les 16, et on a encore une belle barre avec notre coureur, ce qui est quand même très bon signe. Et du coup maintenant on se retrouve dans le Vieux Quarmont. Ils ont dit que c'était la dernière ascension du Vieux Quarmont, et là c'est Wout van Aert du coup qui a accéléré dans cette dernière ascension du Vieux Quarmont. Ah non, on va essayer d'aller chercher le Wout van Aert. On va essayer d'aller chercher en personne le Wout van Aert, et là du coup on attaque un secteur. Ah, c'est encore pas une difficulté. Du coup si on sort encore une fois en tête de ce secteur, malheureusement on ne progressera pas en pavé pour le Paris-Roubaix qui arrive juste après, mais on va quand même faire ce secteur à fond. Oh là là, on est encore 16 dans ce groupe, il n'y a personne
personne qui a craqué. Voilà, on n'est plus que 12. On n'est plus que 12 et Tige Benoît contre. Oh, Tige Benoît qui compte. Rappelez-vous de Van Aert, on n'est plus que 13. Mais Tige Benoît a bien contré. Ah ouais, Tige Benoît est quand même assez fort. Nous, par exemple, on a presque plus de barres rouges avec notre coureur. On a encore 13 dans ce groupe des favoris. Et j'ai quand même assez bien géré. Et là, du coup, normalement, après, on va tourner à gauche dans ce vieux Quarmont. Et on sortira sûrement du vieux Quarmont. Et après, ça sera sûrement une partie de plat. Puis après, on retrouvera un nouveau secteur pavé. En tout cas, maintenant, on n'est plus que 12 dans ce peloton. Et je suis sorti en plus en tête d'un secteur de difficulté 1, 2 ou 3 étoiles. Et on va se retrouver maintenant pour le prochain secteur. Ah, et du coup, maintenant, Mathieu Van Der Poel décide d'accélérer entre les secteurs. Et c'est du coup sûrement Tige Benoît qui va rouler entre ces secteurs pour son coéquipier Wout Van Aert, qui fait partie d'un des favoris aujourd'hui. Ah, du coup, maintenant, on arrive dans le Paterberg. Malheureusement, j'ai chuté au pied du Paterberg. Mais c'est pas une chute, voilà, une grosse chute. C'est juste que je me suis arrêté. Et du coup, là, maintenant, on va essayer de revenir sur Mathieu Van Der Poel qui a du coup attaqué tout à l'heure, mais il n'y a personne qui a réussi à lui revenir dessus. Ah, du coup, nous, on prend notre gel bleu. Et là, on vient d'arriver au sommet du Paterberg, le dernier col. Et on est encore 11 dans le peloton. Un peloton où ça va sûrement être Tige Benoît qui va rouler pour son coéquipier Wout Van Aert. Ah là, du coup, ça va sûrement faire que accélérer dans ce peloton de 11. Et c'est Dylan Van Baarle, le premier qui vient d'accélérer. Mais je pense que ça ne va pas être le seul. Ah, Wout Van Aert vient de partir avec Stefan Koen. Mais il faut pas laisser partir les deux parce qu'ils sont vraiment extrêmement costauds en plat. Mais il n'y a personne qui collabore avec nous. Hein. Oh, je sais pas pourquoi. Mais du coup, je décide d'accélérer. Est-ce qu'on va les distancer? Oh, on arrive à les distancer. Ah ouais, mais là, ça va sûrement faire le forcing sur nous. En tout cas, on a du coup réussi à revenir sur Wout Van Aert et Stefan Koen. Et on est actuellement parti à 3. Même si je pense qu'à 3, on va pas faire du lourd. Alors que derrière, du coup, il n'y a plus personne qui roule. Oh là là, du coup, maintenant, j'accélère. Est-ce que ça va être un sprint à 3 entre nous 3, entre moi, Wout Van Aert et Stefan Koen? On va voir ça. En tout cas, on va se retrouver maintenant un peu plus tard dans ce Tour des Flandres. Sûrement dans les 3 derniers kilomètres. Et du coup, maintenant, on se retrouve dans les 3 derniers kilomètres. Et ce Tour des Flandres va bien se jouer à 3. On a bien fait de faire le forcing pour revenir sur Wout Van Aert et Stefan Koen, vu qu'ils vont se jouer la victoire sur ce Tour des Flandres. Et nous également, on va se jouer la victoire avec eux. Est-ce qu'on est capable de remporter un deuxième monument d'affilée après le Milan-San Remo dans la dernière vidéo? On va voir ça. En tout cas, encore 1 km 400. Qui c'est qui va lancer le sprint en premier sur ce Tour des Flandres? Ça sera clairement pas moi. Mais qui ça va être? Qui va lancer en premier le sprint? Bon, à 700 mètres. À 700 mètres, je suis obligé de lancer. À 700 mètres. On va essayer de bloquer tout le monde. On va essayer de bloquer Wout Van Aert. Est-ce qu'il aurait pas lancé trop tard Wout Van Aert? Je sais pas. En tout cas, c'est moi qui m'impose sur ce Tour des Flandres et qui va donc chercher un nouveau monument. Et on va se retrouver maintenant, comme sur le Milan-San Remo, pour aller voir les podiums de ce Tour des Flandres qu'on vient juste de remporter avec notre coureur. C'est du coup une énorme victoire et c'est du coup notre deuxième monument en une saison. C'est clairement insane. On va voir, peut-être que sur un malentendu on peut faire le quintuplé sur cette saison. En tout cas, on se retrouve directement pour les podiums. Et du coup, on peut voir qu'on s'est imposé sur ce Tour des Flandres avec notre coureur et qu'on fait du coup 2 monuments. 2 victoires en 2 monuments, ce qui est clairement insane. Et je crois que c'est la première fois que je remporte le Tour des Flandres sur Tour de France 2022. Vu que dans l'autre Pro Leader, on l'avait pas remporté. Et du coup, sur ce Tour des Flandres, on s'impose avec notre coureur devant Wout Van Aert, Stefan Koen, Mathieu Van Der Poel et Anthony Turgis. Et c'est Stuyven qui va chercher la 6ème place dans un sprint qui se sera joué à 3 avec Wout Van Aert et Stefan Koen, et où on aura réussi à nous imposer. Et du coup, on remporte 100 PPC en plus après ce Tour des Flandres. Et du coup, au classement par équipe, on est toujours 2e avec notre équipe avec 422 PPC, ce qui est déjà presque autant que la saison dernière. Et on prend du coup un plus 6 après ce Tour des Flandres. On prend du coup un plus 1 plein pour avoir terminé le Tour des Flandres. Après, on prend un plus de vallon pour avoir terminé le Tour des Flandres, mais également pour l'avoir remporté. Puis après, on prend quoi? Puis après, on prend également un plus de pavé pour être sorti en tête d'un secteur pavé 1, 2 ou 3 étoiles, et pour avoir également terminé la Vlaanderen Classic. Et on prend également un plus 1 récupération pour avoir terminé une 5ème course de plus de 200 km. Et on va se retrouver du coup maintenant pour un nouveau monument pavé, et cette fois-ci Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, ça risque quand même d'être plus compliqué à remporter, et on va se retrouver comme sur le Tour des Flandres directement dans les 50 derniers kilomètres de ce Paris-Roubaix. Et du coup, on se retrouve bien dans les 50 derniers kilomètres et on se retrouve directement dans Mont-Saint-Pével avec notre coureur Mont-Saint-Pével 5 étoiles qui fait 3 km, et on va voir si on peut remporter ce Paris-Roubaix. En tout cas, on n'est plus que 35 dans le peloton, un peloton qui a totalement explosé dans les différents
secteurs. Et nous on va essayer pourquoi pas de sortir en tête de quelques secteurs pour ainsi progresser en pavé, vu que notre note en pavé n'est que de 77 je crois bien. Et du coup on se retrouve maintenant pour le secteur numéro 9, un secteur de 700 mètres, un 2 étoiles. Et c'est toujours Wout van Aert qui est seul en tête devant. Et derrière on a Anthony Turgis, pardon, Nils Politt et Christophe Laporte qui sont sortis en contre. On est encore 23 dans notre groupe et dans le peloton. Et on va voir s'il y a des équipes qui roulent. En tout cas c'est pas nous qui allons rouler avec notre coureur. Et du coup maintenant on se retrouve dans un secteur 3 étoiles, le secteur numéro 8 qui fait 1200 mètres. On va voir si ça accélère dans ce secteur. J'ai l'impression que ça accélère alors qu'on est encore 19 dans le groupe. Oh là là, on est plus que 18. Peter Sagan vient d'être distancé, mais nous on essaye de revenir sur le groupe de devant qui est parti. Oh là là, le groupe de devant il est parti. Ils sont combien? Ils sont 6 dans le groupe. On est du coup maintenant 9 à être partis. On va voir si avec les 9 on peut se jouer la victoire sur ce Paris-Roubaix. Il reste encore 38 km. Ça va être encore long d'ici l'arrivée. Et du coup on se retrouve maintenant pour un nouveau secteur. Un secteur cette fois-ci de 450 mètres. Le secteur numéro 7. Un 2 étoiles. Le moulin de Vertin qui a été extrêmement court. Mais malheureusement le groupe derrière nous qui était derrière nous tout à l'heure nous est revenu dessus. Et on est du coup maintenant dans un peloton de 22 à 9 secondes actuellement de Dylan Van Baarle qui est parti tout seul. Et du coup maintenant on atteint un nouveau secteur. Un secteur cette fois-ci, le secteur numéro 6. C'est un secteur cette fois-ci 3 étoiles. 2300 mètres et c'est Tiesj Benoot qui accélère dans ce secteur. Oh là là, Tiesj Benoot du coup qui a décidé d'accélérer dans ce secteur. On a à peu près tous les coureurs qui ont décidé d'accélérer également dans ce secteur. Et on n'est plus que 20 dans le peloton. Et là du coup c'est qui? C'est Jasper Stuyven qui vient d'accélérer en sortie de ce secteur. Nous on est dans les premières positions. On est actuellement plus que 20 dans le peloton. Le peloton qui est en train de exploser petit à petit. Et là normalement j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de distance entre les deux secteurs. C'est-à-dire que je pense qu'on va bientôt attaquer un nouveau secteur. Et du coup oui, on vient bien d'attaquer un nouveau secteur assez rapidement. Et cette fois-ci le secteur numéro 5. De Bourguel à Wanheim, 1150 mètres, un 3 étoiles. Et on va essayer de sortir en tête de ce secteur, même si ça risque d'être compliqué. Oh, on n'est plus que 18 en tout cas dans le peloton. Un peloton qui a quand même totalement explosé. Oh, j'espère que personne va nous jouer la sortie en tête de ce secteur. Donc c'est bon, on va bien sortir en tête de ce 5e secteur. Et on va se retrouver maintenant directement pour le 4e secteur. Alors qu'on n'est plus que 17 dans le peloton. Et du coup là on va attaquer un nouveau secteur. On va attaquer le secteur de Canfin en PVL. 1700 mètres, un 4 étoiles. Et on n'est plus que 16 à pouvoir se jouer la victoire actuellement. Oh là là, on n'est plus que 15 dans le peloton. Et j'avais l'impression que Florent Sénéchal était complètement cuit. Ça veut dire que je pense qu'il va bientôt être distancé dans ce secteur de Canfin en PVL. En tout cas il reste encore 19 km 800 avant l'arrivée. On est actuellement à côté de Casper Asgreen. Et comme je l'avais dit, Florent Sénéchal est complètement cuit. Et il vient de se faire distancer du peloton. Oh là là, et du coup maintenant je suis en tête actuellement dans ce secteur de Canfin en PVL. Et je vais sortir en tête de ce secteur. Et je vais du coup prendre un pavé. Et on va se retrouver maintenant pour le prochain secteur. Et là maintenant on va attaquer un nouveau secteur. Et cette fois-ci c'est le carrefour de l'arbre. Un 5 étoiles de 2200 mètres. Le dernier 5 étoiles. On va voir si ça explose dans ce carrefour de l'arbre. En tout cas nous on va essayer de suivre les différents favoris. J'espère ne pas prendre de bloc, pardon. En tout cas on n'est plus que 15 toujours. Oh là ça accélère. C'est Mathieu Van Der Poel qui décide d'accélérer dans ce carrefour de l'arbre. Oh là là, encore 17 km. On peut voir au fond l'arche de la fin de ce secteur. Oh là là, Mathieu Van Der Poel qui a du coup décidé d'accélérer dans ce carrefour de l'arbre. On va malheureusement pas pouvoir le rattraper et passer en tête de ce secteur. Ce qui nous aurait fait encore une fois un peu progresser. Mais du coup on va sortir juste derrière Mathieu Van Der Poel. On va essayer de faire le forcing pour le revenir dessus. On n'est plus que 11 actuellement à pouvoir se jouer la victoire sur ce Paris-Roubaix. Et du coup maintenant on attaque le avant-dernier secteur de ce Paris-Roubaix, le secteur de Gruson. Un 2 étoiles et qui fait 900 mètres. Oh là là, est-ce qu'on peut revenir sur Mathieu Van Der Poel? Je sais pas. En tout cas on fait le forcing pour lui revenir dessus. J'espère qu'il y en a qui vont nous aider afin de lui revenir dessus. Et non, parce que directement qu'on n'est pas loin de Mathieu Van Der Poel, ça accélère pour nos adversaires. On est quand même plus que 11 à pouvoir se jouer la victoire dans ce Paris-Roubaix. C'est-à-dire que ça a totalement explosé quand même. Et Mathieu Van Der Poel vient juste d'attaquer avant le dernier secteur. C'est un secteur de 3 étoiles, le Willemshaven, 1400 mètres. On va essayer de faire ce secteur à fond pour revenir le plus vite possible sur Mathieu Van Der Poel. Oh là là, est-ce qu'on est capable de rattraper Mathieu Van Der Poel sur ce secteur? Et pourquoi pas d'aller se jouer la victoire avec lui? Oh là là, j'ai un peu raté là le virage du secteur. Il reste encore pas beaucoup de mètres sur ce secteur. Et on va sortir de ce secteur juste derrière Mathieu Van Der Poel. Est-ce qu'on peut faire le forcing pour lui revenir dessus? C'est bon, on a réussi à faire le forcing pour revenir sur Mathieu Van Der Poel. Et il reste encore 7 km. Alors que la position de Van Der Poel actuellement est full buggée. Et du coup on se retrouve maintenant. On entre dans la ville de Roubaix avec Mathieu Van Der Poel. On a actuellement avec Mathieu Van Der Poel 17 secondes d'avance sur le groupe de derrière. Il reste encore un peu moins de 5 km avant l'arrivée. Oh là là, Mathieu Van Der Poel
Poel qui a décidé de ne plus relayer. On va du coup relayer avec Mathieu Van Der Poel vu qu'il a relayé avec nous depuis tout à l'heure. Oh, il reste encore 3 km 500. On va bientôt arriver sur le vélodrome de Roubaix alors que Wout van Aert va sûrement revenir sur nous assez rapidement. Oh là là, Wout van Aert, j'ai l'impression qu'il va assez rapidement revenir sur nous. Voilà, il vient de revenir sur nous juste avant le vélodrome de Roubaix. Ah, j'oublie à chaque fois le blast du truc. En tout cas, là, du coup, on va attaquer le vélodrome de Roubaix sur ce Paris-Roubaix qu'on va essayer de gagner avec notre coureur. On a remporté, n'oubliez pas, Milan-San Remo et le Tour des Flandres déjà en début de vidéo. Est-ce qu'on est capable de faire un 3 sur 3 niveau monument et d'aller chercher encore une fois un Paris-Roubaix? En tout cas, il reste encore 1 km 500 sur ce Paris-Roubaix. On a actuellement Wout van Aert à notre droite. On a Mathieu Van Der Poel à notre gauche. Est-ce qu'on est capable de nous imposer sur ce Paris-Roubaix? Il reste encore 900 mètres, 800 mètres. Et Mathieu Van Der Poel lance. Mathieu Van Der Poel lance sur ce Paris-Roubaix. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher Mathieu Van Der Poel? Ah, j'ai peut-être lancé d'un peu trop tard. Et je ne ferai donc pas le 3 sur 3 cette saison au niveau des monuments, vu que c'est Mathieu Van Der Poel qui s'impose sur ce Paris-Roubaix. Et on va donc chercher la deuxième place avec notre coureur. Et on va du coup se retrouver maintenant directement pour les podiums après ce Paris-Roubaix et pour voir que c'est Mathieu Van Der Poel qui s'impose. Et du coup on peut voir les podiums de ce Paris-Roubaix où c'est du coup Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé. Il n'a pas fait une dinguerie comme sur le Tour des Flandres où il est parti, je sais pas pourquoi, plus de 60 km de l'arrivée, où il a été clairement un peu suicidaire. Et du coup on va chercher la deuxième place sur ce Paris-Roubaix. Wout van Aert va chercher la troisième place, Kasper Asgreen la quatrième et Jasper Stuyven la cinquième. Et ça a du coup été comme sur le Tour des Flandres où du coup on s'est joué un sprint à 3 avec Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Mais cette fois-ci malheureusement on ne s'est pas imposé avec notre coureur. Et du coup avec notre coureur on est toujours en tête au niveau du classement Pro Cycling individuel. Et au classement par équipe cette fois-ci on redescend à la troisième place avec notre équipe. Et c'est la Quick Step du coup qui nous passe devant. Et du coup je prends un plus 5 après ce Paris-Roubaix. Je prends du coup un plus 1 de pleine pour terminer à nouveau un Paris-Roubaix, pour terminer le premier Paris-Roubaix pardon. Après je prends un plus 1 d'endurance qui nous fait 83 endurance pour avoir terminé Paris-Roubaix. Je prends également un plus 1 résistante pour être sorti en tête d'un secteur pavé de difficulté 4 ou 5 étoiles, ce qui nous fait un beau 80 endurance. Et après je prends également un 79 pavé pour être sorti en tête d'un secteur pavé de difficulté 4 ou 5 étoiles, mais c'est également pour avoir terminé Paris-Roubaix. Et après pas de plus en récupération et on va se retrouver maintenant pour le dernier monument de la vidéo, parce qu'après clairement on ira faire la Brest Cup et la moitié du Dauphiné, c'est à dire qu'on ne fera pas de monument, mais c'est quand même l'avant-dernier monument de notre saison, vu qu'en toute fin de saison on aura quand même le Tour de Lombardie. Et du coup sur ce monument et sur ce Liège-Bastogne-Liège on va se retrouver directement je pense dans les 30 derniers kilomètres. Et du coup on se retrouve maintenant à 38 km de l'arrivée, vu qu'on va attaquer maintenant la côte de la Redoute. Faut que j'arrive à me replacer vu que je crois que le terrain dans la côte de la Redoute est assez sinueux. En tout cas là on va arriver, virage à droite. Et là maintenant on est dans la côte de la Redoute, 2 km à 8,9%. On est encore 63 dans le peloton dans ce Liège-Bastogne-Liège. Mais est-ce que ça va exploser dans cette côte de la Redoute alors qu'Alberto Bettiol du coup a décidé d'accélérer? Oh là là, est-ce que je décide d'accélérer dans cette côte de la Redoute avec mon coureur? Je sais pas, en tout cas je vais actuellement rouler avec mon coureur alors qu'il y a quelques coureurs qui viennent d'être distancés derrière. Et on a encore 64 dans le peloton, un peloton qui a quand même pas mal diminué. Ah par contre du coup Julien Alaphilippe vient de décider d'accélérer lui au sommet de la côte de la Redoute. On va voir s'il y en a qui roulent derrière lui. Nous clairement on va pas rouler derrière lui et on va se retrouver directement pour la prochaine côte. Et du coup maintenant Mathieu Van Der Poel a du coup décidé d'accélérer pour revenir sur Julien Alaphilippe. Et il y a du coup maintenant un groupe de 5 qui est parti devant. Ah non, on va essayer de revenir sur le groupe de 5 vu que dans le peloton il n'y a personne qui décide d'accélérer. Oh là là, on fait le forcing pour revenir dans le groupe de 5 alors que devant du coup Matej Moric décide d'accélérer. Oh là là, Matej Moric a du coup décidé d'accélérer devant. J'ai l'impression que Mathieu Van Der Poel n'est pas au mieux, mais nous on va se mettre clairement dans la roue à Julien Alaphilippe. Et il reste encore 30 km sur ce Liège-Bastogne-Liège. 30 km où on va tout donner avec notre coureur. Et du coup on se retrouve maintenant dans la côte des Forges avec notre coureur. On vient du coup de se faire attraper par le peloton derrière. On est du coup maintenant 35 à l'avant. Et là du coup Matej Moric décide d'accélérer dans cette côte des Forges. Il est suivi directement du coup par Mathieu Van Der Poel et Julien Alaphilippe. Là il y a tout le monde qui accélère dans cette côte des Forges. Oh, nous on est actuellement en train de suivre le tempo du peloton qui est pour l'instant emmené par aucune équipe. Il y a clairement aucune équipe qui roule pour l'instant. Alors que là Mathieu Van Der Poel du coup redécide d'accélérer, encore une fois suivi par Julien Alaphilippe. Oh là là, il reste encore 24 km. C'était je pense l'avant-dernière côte sur ce Liège-Bastogne-Liège, la côte des Forges. Et je pense qu'il reste encore plus qu'une côte. Et ça sera la côte de la Roche-au-Faucon. En tout cas je pense accélérer avec mon coureur dans la côte de la Roche-au-Faucon. Et on va voir si
si on arrive à prendre de l'avance. En tout cas là on a perdu du coup pas mal de temps par rapport à Julien Alaphilippe et Mathieu Van Der Poel qui sont quand même à plus de 25 secondes de nous. Et du coup là bientôt on va attaquer la côte de la Rochefoucauld, la dernière côte de ce Liège-Bastogne-Liège, alors que Mathieu Van Der Poel est toujours seul en tête avec plus de 14 secondes d'avance sur nous. Nous on est encore assez bien avec notre coureur, il reste plus que 16 km avant l'arrivée. On n'arrive pas encore dans la Rochefoucauld, on n'est plus que 26 dans le peloton et c'est Primož Roglič. Oh là là, Primož Roglič a été distancé, j'ai l'impression, avec Thibaut Pinot. Alors que là du coup on va attaquer maintenant la côte de la Rochefoucauld, 1,3 km en 11% pardon. Et j'accélère dès le pied de cette côte de la Rochefoucauld, alors que derrière Dylan Teuns vient de se faire distancer. Oh là là, après Primož Roglič c'est Dylan Teuns qui vient de se faire distancer. Ah, j'ai peut-être attaqué un peu tôt dans ce côte de la Rochefoucauld, surtout que là les pourcentages sont monumentaux, alors que notre coéquipier par exemple Jakob Fuglsang vient de se faire distancer hein. Ah voilà, clairement j'ai clairement mis pause pour ça, mais nous en tout cas on vient d'accélérer, on est encore 20, il y en a certains qui sont en train de craquer derrière nous, on n'est plus que 15, Julien Alaphilippe est en train de craquer, voilà on n'est plus que 17, Julien Alaphilippe est bel et bien en train de craquer, on a Tadej Pogačar à notre gauche, Tadej Pogačar qui a l'air encore bien, oh là on n'est plus que 12, c'est en train de totalement exploser dans cette côte de la Rochefoucauld, on n'est plus que 12, oh là maintenant ça revient à 14, je comprends rien, on n'est plus que 13, on est 14 maintenant, oh ça fait que diminuer puis augmenter, je comprends pas, en tout cas maintenant on n'est plus que 12 et je décide d'accélérer au sommet pour faire craquer les moins forts. Oh là là, du coup j'ai fait craquer quelques moins forts, je prends un peu de rouge pour pas dandiner un peu des épaules. Et on est du coup maintenant plus que 7 après cette côte de la Rochefoucauld. Il reste encore maintenant 13 km avant l'arrivée. On va voir si ça collabore bien avec nous. Et du coup maintenant à 10 km de l'arrivée, c'est Wout van Aert qui décide d'accélérer. Et il est suivi directement par Magnus Cort Nielsen. En tout cas ce qui est sûr sur ce Liège-Bastogne-Liège, c'est que la victoire va se jouer entre nous 7. Vu que derrière c'est à plus de 1 minute 10 par exemple pour Warren Barguil. Oh non, on va rouler. Notre objectif ça va être de revenir sur Wout van Aert hein. Parce que là, si Wout van Aert part, ça va être compliqué de le rattraper. Alors que Romain Bardet vient de se faire distancer de notre groupe. Oh là là, Romain Bardet vient de se faire distancer. On n'est plus que 6. On va être que 6, j'ai l'impression, à se jouer la victoire sur ce Liège-Bastogne-Liège. En espérant qu'on aille la chercher avec notre coureur après la déception du Paris-Roubaix. Où on a malheureusement fini deuxième avec notre coureur. Mais c'est pas trop une déception vu qu'avec un 77 pavés, c'était compliqué de mieux faire. Alors que là, du coup, on est en train de tout donner avec notre coureur. Il reste encore 7 km et on va maintenant attaquer la descente vers Liège. Sur ce Liège-Bastogne-Liège qu'on va essayer de remporter. Ah, il reste maintenant plus que 3 km avant l'arrivée sur ce Liège-Bastogne-Liège. On est sur des routes immenses. Il reste maintenant plus que 2 km 500. Est-ce qu'on peut gagner? On est 6 pour un sprint. C'était Mathieu Van Der Poel qui nous avait battu sur le Paris-Roubaix. Cette fois-ci, il n'est pas là. En tout cas, là, il y en a 3 qui ont accéléré devant dans ce final. Et là, Matej Mohoric qui a décidé d'accélérer tout à l'heure avec Magnus. Et Wout van Aert qui lance. Wout van Aert qui lance à plus de 1 km sur ce Liège-Bastogne-Liège. Est-ce qu'il est capable de s'imposer, Wout van Aert? Oh, il a peut-être lancé d'un peu trop tôt. J'espère que moi j'ai pas lancé d'un peu trop tôt. Est-ce qu'on va aller s'imposer? Et on va aller s'imposer sur ce Liège-Bastogne-Liège. Et on va aller remporter un nouveau monument. Après le round en début de vidéo et Milan-San Remo dans la dernière vidéo, on remporte le round. Il y aura que le Paris-Roubaix qu'on n'aura pas remporté comme monument actuellement. On n'aura également pas remporté le Tour de Lombardie vu que c'est en fin de saison. Mais on va se retrouver du coup maintenant pour aller voir les podiums de ce Liège-Bastogne-Liège qu'on vient de remporter avec notre coureur. Et du coup on peut voir les podiums de ce Liège-Bastogne-Liège où du coup on s'est imposé avec notre coureur. On est allé chercher du coup une nouvelle victoire. Voilà, clairement une saison qu'on est en train de faire insane vu que c'est notre 3e monument qu'on remporte cette saison après Milan-San Remo et le Tour des Flandres. Du coup on s'est imposé sur ce Liège-Bastogne-Liège avec 5 secondes d'avance sur Wout van Aert et Matej Mohoric. Søren Kragh Andersen est allé chercher la 4e place, Tadej Pogačar la 5e, et du coup on remporte 100 points en plus pour le classement Pro Cycling individuel et on augmente notre avance par rapport au deuxième qui est du coup Wout van Aert. Et au classement par équipe du coup on remporte également 100 PPC. On est toujours deuxième derrière la Jumbo Visma, mais surtout on reprend la 2e place à la Quick Step qui, je crois bien, nous avait dépassé. Et du coup on prend un plus 4 après ce Liège-Bastogne-Liège pour l'avoir terminé et pour l'avoir gagné également. On prend du coup un plus 2 en vallon. Il nous manque plus qu'une stat améliorée en vallon, celle de gagner le maillot jaune
du Tour de France. Ça serait la dernière augmentation qu'on pourrait du coup avoir en vallon. Mais on a actuellement 81, c'est clairement insane. Après on prend également un +1 d'endurance qui nous fait 84 endurance. Il nous manque maintenant plus qu'à terminer le Tour de Lombardie et on aura 85 endurance. Ensuite on prend également un +1 résistance qui nous fait 81 résistance. Il nous manque encore 3 trucs à améliorer pour avoir la note maximum en résistance, c'est-à-dire 84 pour notre coureur. Ensuite en pavé, voilà, on n'a pas progressé. Voilà toutes les stats où on a progressé et on va se retrouver du coup maintenant directement pour la première étape de la Brest Cup avec notre coureur et on va se retrouver directement dans les 4 derniers kilomètres de cette étape qu'on va essayer de remporter. Et du coup on se retrouve maintenant à 4 km de l'arrivée sur cette première étape de la Brest Cup. Sur cette première étape de la Brest Cup, on va essayer d'aller nous imposer avec notre coureur. Voilà, la Brest Cup c'est quand même un ton en dessous du niveau qu'il y avait quand même sur le Ronde, Liège-Bastogne-Liège, mais également Paris-Roubaix. J'avais oublié le Blast Paris-Roubaix. Le seul monument quand même qu'on n'a pas remporté, hein. Le seul monument qu'on n'a pas remporté, vu qu'on a remporté Milan-San Remo, le Ronde et Liège-Bastogne-Liège, on n'a malheureusement pas remporté Paris-Roubaix. Mais là du coup on va essayer d'aller chercher une victoire sur cette étape. Même si clairement nos notes en sprint et en axel ne devraient pas nous permettre de les broyer. Mais on va voir si on en est capable. En tout cas il reste encore 400 mètres sur cette étape. Et on va pas s'imposer avec notre coureur. On va finir seulement 3ème sur cette étape. Et on va du coup se retrouver maintenant directement pour aller voir les classements après cette première étape de la Brest Cup. Et du coup c'est un triplé français qui a eu sur cette première étape de la Brest Cup. Où du coup Nasser Bouhanni s'est imposé devant Brian Cocard. Et nous comme on a pu le voir, on est allé chercher la 3ème place. Colbrelli est allé chercher la 4ème place. Et Molano la 5ème. Et du coup avec cette 3ème place on remporte 13 PPC. On augmente notre avance en tête du classement Pro Cycling par individuel. Et au classement Pro Cycling par équipe on reprend des points à la Jumbo Visma. Et on va se retrouver maintenant au départ avec notre coureur sur cette 2ème étape de la Brest Cup, c'est-à-dire un prologue. Et du coup on se retrouve directement au départ de ce prologue avec notre coureur. On va essayer de réaliser le meilleur résultat possible. On a pour objectif de réaliser 10 minutes 18. Pour l'instant le premier c'est Tanater, il est en 10 minutes 13. On va donc se retrouver comme d'habitude sur cette 2ème étape de la Brest Cup, c'est-à-dire directement dans la côte de Caloudal. Et du coup on se retrouve maintenant dans la côte de Caloudal. On a pour objectif de battre le temps des Tanater qui est de 10 minutes 13. Est-ce qu'on est capable de remporter ce chrono? En tout cas on va arriver à la flamme rouge en 8 minutes 5. Est-ce qu'on est capable d'aller gagner ce chrono? Pour l'instant Tanater est en tête. On sait pas s'il va se faire dépasser d'ici l'arrivée. En tout cas on voit là-bas un Cofidis qui est juste devant nous. Oh, 25 km/h normalement en dessous de 25 km/h. Voilà, il n'y a plus la position chrono. Et du coup il nous reste encore 400 mètres avant l'arrivée. Est-ce qu'on est capable d'aller battre Etanater? Oh, Etanater il a réalisé 10 minutes 13. On va réaliser combien nous? On réalise 10 minutes 05. On devrait normalement remporter ce prologue. Et on va se retrouver directement pour aller voir les classements après cette étape. Et pour voir si on remporte bel ou bien ce prologue. Et du coup j'ai bel et bien remporté ce prologue avec mon coureur avec 7 secondes d'avance sur Etanater, 11 sur Patrick Bevin, 12 sur McNulty et 14 sur Guarnalec. On a les belles positions de nos coéquipiers Groschartner et Campenarts qui font donc 10 et 13. Et du coup au classement général avec notre coureur on prend la tête, on remporte 19 PPC en plus pour le classement Pro Cycling individuel et 20 PPC pour le classement par équipe. On se rapproche du coup encore de Jumbo Visma. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la 3ème et dernière étape de cette Brest Cup entre Concarneau et Quimper. Et sur cette 3ème et dernière étape de la Brest Cup on va se retrouver soit directement pour le secteur pavé au niveau de la côte de Locronan, soit directement dans les 5 derniers kilomètres. Et du coup on se retrouve maintenant directement à 5 km de l'arrivée. On n'est plus que 37 dans le peloton. J'ai fait rouler mes coéquipiers sur cette 3ème et dernière étape de la Brest Cup. Du coup ça a totalement explosé. Et c'est Thomas de Rennes devant qui a décidé d'accélérer. Oh là là, il reste encore 3 km 800. On va tourner à gauche actuellement. On a Patrick Bevin qui décide d'accélérer. Oh là là, on donne tout avec notre coureur. Et là on va se mettre en position héros. On va se mettre en position héros et on va tout donner pour aller chercher la win sur cette 3ème et dernière étape de la Brest Cup. Oh, on a Patrick Bevin devant nous. On n'est plus que 29 dans ce groupe. Est-ce qu'on est capable d'aller nous imposer? Allez, c'est qui m'a poussé. Et c'est qui m'a poussé? Ben c'est Patrick Bevin. Oh là là, du coup on ne remportera malheureusement pas cette 3ème étape avec notre coureur vu qu'il vient d'être dans une énorme chute vu que Patrick Bevin m'a clairement fait tomber. Et du coup on ne remportera sûrement pas cette Brest Cup malheureusement. Ah ouais, là ça va être un petit coup dur quand même cette chute, vu qu'on ne remportera pas non plus la Brest Cup. Voilà, je me fais pousser par un mec. Bon, la petite chute.
Du coup, on ne s'imposera pas, ça c'est sûr. Même si j'ai tout donné dans le final, on ne s'imposera pas. On fera même pas top 15, je pense, sur cette étape. Bon, encore si peut-être. Peut-être que je peux quand même aller chercher le top 15 même si je chute. Ouais, je vais finir quand même 10ème de l'étape alors que je chute. Et on va se retrouver du coup maintenant pour aller voir les podiums de cette Breast Cup. Et du coup on peut voir tout d'abord le vainqueur de cette 3ème et dernière étape de la Breast Cup. Je ne sais pas du tout qui c'est. Du coup c'est Ethan Hayter. Au classement général, du coup, c'est Ethan Hayter qui va s'imposer. Au classement par points, là, c'est Nasser Bouhanni. Au classement du meilleur grimpeur, du coup, c'est Tish Benoît. Et au classement des jeunes, c'est Ethan Hayter. Malheureusement, du coup, j'ai remporté, je crois bien, 0 classement avec mon coureur. C'est une petite déception quand même, cette Breast Cup. Limite, on serait obligé de faire des suprématies. Mais malheureusement, avec la chute dans le final, parce qu'on s'est fait pousser par le 6ème de l'étape, Patrick Bévin nous accorde qu'une 10ème place malheureusement. Et du coup on peut voir le classement de cette étape où du coup Ethan Hayter s'est imposé devant Michael Matthews, Magnus Cort Nielsen, Brandon McNulty et Victor Albanese. Et du coup au classement général je finis 6ème avec mon coureur à 25 secondes d'Ethan Hayter. Au classement du meilleur grimpeur, j'y figure pas. Au classement par points, malheureusement, je finis 3ème. Au classement des jeunes, également 3ème. Au classement par équipe, on finit 3ème. Et au classement de la combativité, je n'y figure pas. Et du coup, je remporte 11 PPC après cette Breast Cup. Et l'équipe remporte 15 PPC en plus, ce qui nous fait du coup 665 PPC. Et du coup, maintenant, on va se retrouver pour le Critérium du Dauphiné. Donc, on va faire seulement les 4 premières étapes dans cette vidéo et on va se retrouver directement pour cette première étape du Critérium du Dauphiné. Et on va se retrouver, je pense, sur cette première étape du Dauphiné directement dans les 5 derniers kilomètres vu que c'est une étape de plaine. Et du coup on se retrouve maintenant à moins de 5 km de l'arrivée sur cette première étape du Critérium du Dauphiné. On a pour l'instant 2 membres échappés à l'avant avec Christophe Laporte et Diego Ulissi. On va essayer d'aller les rattraper, ils ont actuellement 16 secondes d'avance sur nous. Oh là là, là je vais faire la descente à fond, encore 3 km. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher Christophe Laporte et Diego Ulissi? Oh, on va voir ça, encore 2 km 500. Est-ce qu'on est capable d'aller battre les deux? Oh, ils sont juste derrière nous, les Quick-Step Alpha Vinyl, ils sont pas en train de casser les relais vu qu'ils ont aucun équipier à l'avant. Mais en tout cas, ils sont juste derrière nous. Et nous, on va essayer d'aller chercher Christophe Laporte et Diego Ulissi, un Jumbo Visma et un UAE. Est-ce qu'on est capable d'aller les battre? Encore 1 km 200, 1 km 100. On va essayer d'aller nous imposer avec notre coureur. On va essayer de prendre des roues à certains sprinters. Oh, sauf qu'on prend la roue, pas un sprinter, mais un coureur plus polyvalent comme nous, c'est-à-dire Anthony Turgis. Ah, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir aller les chercher devant. Et on va finir, je crois bien, 3ème de cette étape et 1er du peloton. Mais malheureusement, il y avait Laporte et Ulissi qui étaient trop loin devant et on ne s'imposera du coup pas sur cette première étape du Dauphiné. Et on va du coup se retrouver maintenant pour aller voir les classements de cette première étape. Et du coup on peut voir les classements du coup de cette 3ème étape où du coup comme on a pu le voir, Christophe Laporte s'est imposé devant Diego Ulissi. Nous du coup on est bel et bien allé chercher la 3ème place avec notre coureur et la première place du peloton. Jacobsen est allé chercher la 4ème place et Mats Pedersen la 5ème. Et du coup au classement général on est 3ème avec notre coureur en remportant plus 26 PPC après cette étape. Notre équipe du coup remporte 26 PPC. On se retrouve maintenant à 691 PPC. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la 2ème étape de ce Critérium du Dauphiné entre Issoire et le Puy-en-Velay. Et on va se retrouver, je pense, directement dans le final de cette étape. Parce que souvent sur cette étape qui arrive au Puy-en-Velay, dans le col de première catégorie et le col de Peyratayat, je crois bien, il ne se passe pas grand chose. Et du coup on se retrouve maintenant à 5 km de l'arrivée sur cette étape. Et il y a l'échappée qui était avec plus de 6 minutes d'avance au niveau du col de la Peyratayat. Et là maintenant ils ont plus que 20 secondes d'avance sur nous. On va voir si on peut aller nous imposer sur cette 2ème étape du Dauphiné, même si ça risque d'être compliqué. En tout cas le peloton il a pas mal explosé. Là devant il y a Maximilian Schachmann qui a décidé d'accélérer. Ah, nous on est allé chercher la roue à Daniel Felipe Martinez, mais également celle à Dylan Tuts. Et là maintenant on va tout donner dans la descente. On va essayer de récupérer un peu de barre rouge, vu que là notre barre rouge est clairement minime dans ce final. Oh là là, on a combien? On a combien? On a 9 secondes de retard par rapport à Maximilian Schachmann. Est-ce qu'on est capable d'aller le rattraper? Il reste encore 2 km. Oh, le final en plus est, je crois bien, en légère montée. On va prendre tout notre gel rouge pour qu'on ait full barre rouge. Mais on va voir si on est capable d'aller chercher quelque chose sur cette étape. Alors que du coup Alejandro Valverde décide d'accélérer. On a également Daniel Felipe Martinez qui a accéléré. On a également Dylan Tuts. Mais est-ce que nous on est capable? Est-ce que nous on est capable d'aller nous imposer après notre 3ème place sur la première étape? Oh le virage! Oh le virage! Oh la chance! Oh la grosse chance! Oh la grosse chance! Je croyais que j'allais chuter. Mais j'ai pris le virage!
Et non, mais je finis deuxième après la troisième place sur la première étape. C'est maintenant la deuxième place qui nous attend sur cette deuxième étape du Dauphiné. Ah, malheureusement, on tourne autour de la victoire, mais on n'arrive pas à aller la chercher. Et on va se retrouver du coup maintenant pour aller voir les classements après cette deuxième étape du Dauphiné. Et du coup maintenant on peut voir les classements de cette deuxième étape où du coup Daniel Felipe Martinez s'est imposé. Et nous on est allé chercher la deuxième place avec notre coureur Laporte qui a remporté la première étape. Et cette fois-ci allé chercher la troisième place. Valverde est allé chercher la quatrième place et Dylan Teuns la cinquième. On a fini à combien dans le groupe sur cette étape? Je sais pas du tout. Alors, on a fini à 59. Je vais aller voir s'il y a eu également des abandons ou des hors-délais sur cette deuxième étape du Dauphiné. Non, pas d'abandon ni de hors-délai. Et du coup on est actuellement deuxième au classement général avec notre coureur à 4 secondes de Christophe Laporte. On remporte donc 30 PPC après cette deuxième étape du Dauphiné et surtout après cette deuxième place, ce qui nous fait du coup 721 PPC. On est du coup à 200 points pile de la Jumbo Visma et on va se retrouver du coup maintenant pour la troisième étape de ce Dauphiné où on va se retrouver encore une fois comme sur la dernière étape dans les 5 derniers kilomètres. Et du coup on se retrouve maintenant dans les 5 derniers kilomètres sur cette troisième étape du Dauphiné. Après une troisième place sur la première étape et une deuxième place sur la deuxième, est-ce qu'on est capable d'aller chercher enfin une première place sur la troisième? On va voir ça. En tout cas il reste encore 3 km 500 avant l'arrivée. On n'est pas placé au mieux actuellement dans le peloton vu qu'on est autour des 25e positions. On n'a pas non plus la meilleure forme possible en vue d'un sprint vu qu'on est malheureusement pour nous en mauvaise forme sur ce thème du Dauphiné, sur cette troisième étape plutôt. Alors que là du coup on a Julien Lafilippe juste devant nous. On a également le maillot à poids Thomas de Rennes qui est juste devant nous, pardon. Et là il y a Caleb Ewan à gauche. Est-ce que ça serait pas la bonne roue à prendre Caleb Ewan? En tout cas il y a Christophe Laporte, j'ai vu il veut prendre la roue à Caleb Ewan. Ah ouais mais là, ça va être Christophe Laporte, peut-être la bonne roue à prendre. Ça va peut-être être Christophe Laporte ou Dylan Groenewegen la bonne roue à prendre. On va essayer de réaliser le meilleur sprint possible. Oh Christophe Laporte il jette. Oh là là. Est-ce qu'on va aller chercher? Non je crois on finit 4ème sur cette étape. Mais à chaque fois quand même on réalise des beaux sprints. Mais malheureusement on n'arrive toujours pas à s'imposer sur ce Dauphiné. Et on va aller voir du coup maintenant les classements de cette étape. Et du coup c'est Arnaud Desmar qui s'est imposé sur cette troisième étape devant Caleb Ewan et Christophe Laporte. Nous du coup on a fait 4 avec notre coureur. Nizzolo est allé chercher la 5ème place. Et du coup au classement général on est toujours deuxième avec notre coureur. Mais cette fois-ci à 8 secondes de Christophe Laporte qui nous a du coup repris 4 secondes. Et au classement par points on est actuellement 3ème avec notre coureur avec 74 points. Et du coup après cette étape on a remporté 20 PPC en plus. Et du coup maintenant au classement par équipe on a 741 PPC avec notre équipe. Et on va se retrouver maintenant du coup pour la 4ème étape du critérium du Dauphiné si ça passe le prochaine étape. Et du coup sur cette 4ème étape c'est un contre-la-montre qui nous attend. C'est du coup la dernière étape qu'on va faire dans la vidéo et on va du coup se retrouver sur ce contre-la-montre directement au départ avec notre coureur. Et du coup on se retrouve maintenant au départ avec notre coureur sur ce chrono. On va voir si on a la possibilité de gagner cette étape sur ce chrono vu que pour l'instant on a tourné autour dans ce Dauphiné, dans ce début de Dauphiné. Est-ce qu'on est enfin capable d'aller remporter une étape? Au premier temps intermédiaire on doit faire 10 minutes 1 et c'était 9 minutes 46 le premier temps et c'était pour Joao Almeida. On va voir si on est capable de battre son temps et on va se retrouver pour ça directement au premier inter. Et du coup on se retrouve maintenant au premier temps intermédiaire avec notre coureur. C'est Daniel Felipe Martinez qui est actuellement le premier temps en 9 minutes 36. On avait pour objectif 10 minutes 01 et on le bat de 10 secondes. Cet objectif on est donc en 9 minutes 51 et on est pour l'instant 7ème au premier temps intermédiaire. À l'arrivée on a pour objectif de faire 19 minutes 38. On va voir si on arrive à faire l'objectif et si on arrive à faire pourquoi pas beaucoup mieux et peut-être aller chercher Stéphane Bissegger même si ça risque d'être compliqué. Et du coup on se retrouve maintenant à 1 km de l'arrivée. Pour l'instant le premier temps il est pour Daniel Felipe Martinez en 18 minutes 49. Combien on va faire nous avec notre coureur? C'est sûr que je pense qu'on va finir derrière Daniel Felipe Martinez. Mais quelle va être notre position? Oh c'était 19 minutes 06 pour le deuxième temps et nous on fait 19 minutes 07. Je crois qu'on va finir bien 3ème sur ce chrono et on va donc se retrouver maintenant pour aller voir les podiums après cette 4ème étape vu que c'est la dernière course qu'on va faire de la vidéo. Et on va donc voir les podiums avant de clôturer la vidéo mais surtout avant de continuer le Dauphiné dans la prochaine vidéo. Et du coup le vainqueur de l'étape comme on a pu le voir c'est du coup Daniel Felipe Martinez. Au classement général c'est du coup Daniel Felipe Martinez qui prend la tête. Au classement par points c'est nous avec notre coureur qui prenons la tête.
Au classement du meilleur grimpeur, là c'est Thomas de Red qui est en tête. Et au classement des jeunes, c'est nous qui sommes en tête avec notre coureur. Et maintenant on va aller voir les classements un peu plus détaillés après cette étape. Et du coup on peut voir qu'on a réalisé la 3e place avec notre coureur sur cette étape à 18 secondes de Daniel Felipe Martinez qui s'est imposé avec 17 secondes d'avance sur Stéphane Bisseguer. Joao Almeida est allé chercher la 4e place à 23 secondes. Wout van Aert la 5e a également 23 secondes. Et du coup au classement général, avant la prochaine vidéo, on est actuellement 2e à 18 secondes de Daniel Felipe Martinez. Ensuite au classement Pro Cycling individuel, on a remporté en plus 22 PPC. On se retrouve donc à 701 PPC, ce qui est quand même énorme. Au classement Pro Cycling par équipe, du coup avec notre équipe, on a 763 PPC, ce qui est également énorme. En tout cas, dans la prochaine vidéo, du coup, on ira finir le Dauphiné. On ira également commencer le Tour de France. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura quand même réussi dans cette vidéo à remporter le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège. Mais on sera également allé chercher des places d'honneur sur ce début de Dauphiné. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, mais également partager. Ça me fait plaisir, ça fait avancer la chaîne et c'est bon pour le référencement. On se retrouve du coup dès lundi prochain pour un nouvel épisode en mode Pro Leader et pour la suite et fin de ce Dauphiné, mais également le début du Tour de France. Et on se retrouve maintenant dès mercredi pour un nouvel épisode en mode Pro Cycliste. Ciao, ciao, ciao.